Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler du rapprochement entre Mazars et ESEP. On évoquera également le rôle de l'expert comptable en matière sociale. Et enfin, dépôt de bilan, comment aider le dirigeant. On débute tout de suite cette émission avec Alain Chavance, associé, membre du comité exécutif de Mazars. Alain, bonjour. Bonjour Arnaud, merci pour votre accueil. Quelle est l'origine du rapprochement entre Mazars et ESEP ? Alors peut-être quelques mots sur Mazars. Mazars, nous sommes un cabinet d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Nous sommes un cabinet pluridisciplinaire d'origine française. Nous disposons de 37 bureaux en France, près de 4000 personnes. Et puis nous accompagnons également nos clients à l'international avec plus de 300 bureaux dans plus de 95 pays. ESEP, c'est un cabinet d'expertise comptable qui est situé à Paris, dans le 5e arrondissement. L'origine du rapprochement avec ESEP, c'est tout d'abord la volonté de Mazars de se renforcer et de se développer sur le métier d'expertise comptable en France, et plus particulièrement en Île-de-France. Et c'est également, comme bien souvent, une rencontre d'hommes entre Mazars d'un côté, ESEP de l'autre côté, Pierre-Vincent Debatte, son fondateur, et nous nous sommes très vite rendus compte que nous partagions les mêmes valeurs, la même vision du métier, la même recherche de l'excellence technique et la même envie d'accompagner nos clients en proximité et au quotidien. Alors vous dites même valeur, même vision, quelles sont les synergies créées ? Alors, les synergies, elles sont nombreuses. La première synergie, c'est d'apporter toujours davantage de valeur ajoutée à nos clients. Et nous sommes très heureux d'accueillir les professionnels d'ESEP qui disposent d'un réel savoir-faire, d'une réelle expérience en matière de conseil aux dirigeants, en matière de gestion de patrimoine, en matière de structuration et d'opération de haut de bilan, également en matière de financement auprès des banques. Ça, c'est la première synergie. La deuxième synergie, c'est d'apporter aux clients d'ESEP l'expertise sectorielle de Mazars et de leur faire bénéficier de notre investissement important, continu, en R&D, en innovation, pour apporter à nos clients, PME et ETI, des outils toujours plus performants, toujours plus digitaux, toujours plus faciles à utiliser pour accompagner le chef d'entreprise, le dirigeant, dans le pilotage de son entreprise au quotidien. Et puis, je rajouterais une troisième synergie, c'est d'accompagner nos clients à la fois en France, mais également dans leur développement à l'international. Mazars dispose de plus de 95 bureaux et les équipes d'ESEP ont une réelle expérience pour aider les entreprises à s'implanter, soit en créant des filiales ou en ouvrant des bureaux à l'étranger. Vous venez d'évoquer les outils, les perspectives de développement à l'international. De manière générale, quelles sont les perspectives de développement offertes par ce rapprochement ? Alors, ce rapprochement, c'est tout d'abord consolider nos équipes et ça s'inscrit dans notre stratégie de développement du métier de l'expertise comptable sur Paris et sur l'Île-de-France. Aujourd'hui, nous disposons d'un peu plus de 300 collaborateurs. Notre objectif dans les années à venir est rapidement de doubler ce chiffre. Et un second niveau, à l'échelle nationale, non seulement nous souhaitons continuer à nous développer sur le métier de l'expertise comptable, mais plus largement, nous souhaitons investir également sur l'ensemble du marché des PME et des ETI, ce qui suppose des recrutements. Et nous avons aujourd'hui des politiques de recrutement partout en France pour accueillir les meilleurs talents. Et parallèlement, nous allons continuer également une politique de rapprochement avec des cabinets en Île-de-France, bien sûr, mais également sur la région Bretagne, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur la région PACA.
Donc, nous souhaitons que ce rapprochement avec ESSEP donne envie à d'autres professionnels de nous rejoindre, de rejoindre Mazars pour affronter ensemble les enjeux de demain. On voit que les perspectives sont nombreuses et que Mazars est ambitieux. Merci pour cet éclairage. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Arnaud. On continue la matinale du monde du chiffre et je suis en compagnie de Renaud Nègre, associé chez Soxia. On va parler du rôle de l'expert comptable au cœur du dialogue social. Renaud Nègre, bonjour. Bonjour Arnaud. Quel est le rôle de l'expert comptable auprès des CSE ? Alors, dans le cadre d'un PSE, pour débuter, PSE, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, le principe d'un plan, d'un plan social, c'est d'éviter autant que possible les licenciements. Donc on a une procédure qui va débuter, qui selon l'effectif qui va être concerné par les suppressions de postes peut aller de 2 à 4 mois. Donc va s'ouvrir, je vais dire, une procédure où l'expert comptable, bien évidemment, peut intervenir sous différents angles, mais il y a une mission dite légale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les élus ont décidé de mandater un expert comptable, l'expert comptable va pouvoir les aider sous 2 angles. S'il y a des représentants, enfin s'il y a des délégués syndicaux, il y a une partie négociation, c'est-à-dire que dans le cadre d'un PSE, vous avez un livre 1 qui va être toutes les conditions de départ qui vont être listées, c'est-à-dire tout ce que les salariés vont pouvoir prétendre dans le cadre du licenciement, et un livre 2 qui lui va expliquer la motivation économique, c'est qu'est-ce qui va justifier au niveau de l'entreprise ces suppressions de postes. Donc dans les 2 cas, bien évidemment, il y a deux documents. Un troisième aussi, qui est un petit peu plus loin que l'expert comptable, c'est un document sur la santé-sécurité, c'est-à-dire voir s'il va y avoir des répercussions au niveau de la charge de travail, au niveau de la santé des salariés qui vont rester notamment. Bien évidemment, il y a toute une partie aussi pour les salariés qui vont être concernés par le plan, parce que bien évidemment, quand on commence à vous annoncer que votre poste va être supprimé, c'est jamais quelque chose de forcément très très agréable. Donc du coup, je vais dire, le rôle de l'expert comptable va être d'amender autant que possible avec les DS ce fameux livre 1, donc vous allez avoir ces conditions de départ. Si par contre il n'y a pas de délégués syndicaux, ça va être d'aider le CSE à faire malgré tout des propositions pour amender ces documents-là et de regarder le motif économique. Parce qu'une fois qu'on est rentré, je vais dire, dans la mission, il y a plusieurs éléments qu'on doit regarder en tant qu'expert comptable. Premier point déjà, c'est les moyens du groupe. S'il y a groupe, bien évidemment, sinon c'est les moyens. Donc, qu'est-ce que ça change, les moyens du groupe ? Alors, les moyens du groupe, c'est que le Code du travail dit que les moyens qui doivent être mis dans le livre 1, dans le PSE, doivent être proportionnels aux moyens du groupe. Donc, ça veut dire que, bien évidemment, si vous êtes une multinationale dans la pharma qui fait, je vais dire, un énorme chiffre d'affaires avec une très très belle marge, automatiquement, on n'aura pas la même qualité de PSE qu'une toute petite PME. Bien sûr. Donc, l'idée, ça va être de bâtir un rapport avec notamment cette partie-là, qui va être donc les moyens du groupe. Deuxième partie qu'on va être amené à regarder aussi, c'est la motivation économique, puisqu'à partir du moment où vous avez un licenciement économique, vous avez automatiquement en face une question qui va se poser, c'est est-ce que, je vais dire, le licenciement est légitime ? Et là, on se retrouve avec 2 notions qui sont très proches, imbriquées mais différentes. C'est l'intérêt économique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une société, par exemple, qui a 13% de marge, alors que tout le groupe en a 15%. Là, il y aurait un intérêt économique à licencier. De la motivation économique, qui est, je vais dire, une vingtaine ou une trentaine d'années de jurisprudence qui permettent de savoir à peu près ce que les juges acceptent de ce que les juges n'acceptent pas. Donc, bien évidemment, ces 2 notions qui sont relativement proches, imbriquées, mais je vais dire l'intérêt de licencier est beaucoup plus petit, je vais dire, que la motivation en elle-même. Donc ça, c'est le deuxième point qu'on va regarder. Bien évidemment, comme je vous ai dit, en parallèle, il y a cette aide à la négociation, tout un tas de propositions qui vont être faites.
Bien sûr. Puisque par rapport à toutes les propositions, tous les éléments qu'on peut trouver dans un PSE, selon la taille de la société, vous pouvez avoir quelque chose qu'on appelle le congé de reclassement, c'est-à-dire que les salariés licenciés vont malgré tout rester, je vais dire, dans l'effectif de la société et vont bénéficier d'une période à négocier, à discuter, où ils vont pouvoir chercher du travail en dispense, je vais dire, d'activité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut négocier. Il y a un minimum légal, mais après, on peut aller largement au-delà. Donc il y a deux choses à négocier. C'est à la fois, je vais dire, la durée et à la fois l'indemnité. Vous pouvez avoir l'allocation, par exemple, création d'entreprise. Vous pouvez avoir des formations. Donc il y a, je dirais, tout un tas de rubriques dans un PSE. Parce qu'il faut bien voir qu'on est dans un exercice qui est quand même très normé par le Code du travail, où il faut regarder s'il y a effectivement du reclassement interne, il va falloir regarder tout ce qui va être après conditions de départ. Il peut y avoir aussi du volontariat, c'est-à-dire qu'avant de commencer à licencier les gens, il peut y avoir une phase de volontariat. Donc il y a à la fois de l'encadrement et une partie de liberté, de négociation, on va dire. Oui, il y a toujours une liberté de négociation. J'ai envie de dire, dans le cadre d'un PSE, quasiment tout est négociable, tout peut être vu. C'est-à-dire que, à partir du moment, notamment où vous avez des délégués syndicaux, par accord, vous pouvez étendre les délais de la procédure. Je vous ai dit 2, 3 mois, 2, 3, 4 mois selon la durée. On peut aller au-delà, bien évidemment. On peut la raccourcir, mais c'est toujours problématique, je vais dire, d'aller un petit peu en dessous parce que c'est quand même quelque chose qui est long, qui est relativement éprouvant, mais pour toutes les parties, que ce soit direction, salariés, représentants, même expert comptable. Bien sûr. Faut savoir un dernier point important, le rapport de l'expert comptable va être remise à la DRETS. La DRETS, c'est le nouveau nom de l'inspection du travail, qui a une cellule qui est dédiée justement à la validation des plans de sauvegarde de l'emploi. Et donc, cette cellule-là va recevoir tous les documents, va suivre toute la procédure, va s'assurer que tout se soit bien déroulé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, il n'y ait pas des documents qui n'aient pas été remis, des questions pas vues, refus de discuter, par exemple, avec les représentants du personnel. Donc, il y a tout un tas de contrôles. Vérifier aussi qu'il y a l'exhaustivité des points, comme je vous ai dit, tout ce qui va être formation, départ, bien vérifier aussi qu'il y a une vraie recherche, une vraie volonté d'essayer de faire du reclassement interne. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un groupe, j'explique juste le classement interne, parce que ça peut paraître bizarre dans le cadre d'un PSE, c'est que vous pouvez avoir une structure qui va être, je vais dire, restructurée, mais vous pouvez avoir le reste du groupe qui fonctionne très très bien. Donc là, on va essayer de faire en sorte, c'est ce que voudrait le Code du travail, c'est que tous les gens qui vont devoir partir de cette société-là puissent, si possible, être reclassés dans le groupe. Reclassés dans le groupe, voilà. Alors, on cerne mieux le rôle de l'expert comptable dans le cadre d'un PSE. Quelles sont les difficultés de ce rôle ? Il y en a beaucoup. D'abord, je vais dire, le premier, c'est l'humain. C'est-à-dire que parfois, vous vous retrouvez face à des difficultés, des gens qui se retrouvent dans des positions parfois très très difficiles. Donc ça, c'est déjà, je vais dire, le premier point. Quand je dis après l'humain aussi, c'est que vous pouvez avoir des élus qui sont plutôt va-t-en-guerre, alors qu'on essaye quand même de rester plus ou moins neutre. C'est-à-dire que certes, il y a les gens qui vont être concernés par le plan, il y a les gens qui restent, mais le principe non plus, c'est pas de taper trop fort, d'aller trop fort. De toute façon, il y a des budgets, tout n'est pas possible, et bien évidemment, de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est la direction qui a le dernier mot sur les sommes qu'ils vont mettre dedans. Sachant qu'il faut pas oublier un petit point, c'est qu'il y a la DRETS, et ça je l'ai pas dit assez tout à l'heure, et qui quand même va surveiller toute la procédure, et à la fin, va soit valider, soit homologuer. Et ça, c'est très important. Parce que si la DRETS refuse la validation ou l'homologation, la société n'a pas possibilité de prononcer les licenciements. Donc, c'est extrêmement important. Voilà, donc du coup, on se retrouve, je vais dire, dans une situation où il faut faire un peu de lobby par rapport à la DRETS, de tous les côtés, bien évidemment, pour essayer, je vais dire, d'arriver à une très bonne négociation. Mais j'insiste bien, si l'adresse ne veut pas, il n'y a pas de licenciement. Alors, pour revenir sur les difficultés, le rôle de l'humain, facteur extrêmement important. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, bien sûr. Vous avez les délais, puisque comme je vous ai dit, à minima, si on est à moins de 99
Suppression de poste, ça veut dire qu'on a une procédure de 2 mois. Donc ça veut dire que l'expert comptable, à partir du moment où il est nominé, il a 1 mois et demi, grand maximum, sauf accord bien évidemment, pour bâtir son rapport, faire toute sa mission. Après, il y a des réunions, mais je vais dire le gros, bien évidemment, va se faire ici. Comme je vous ai dit aussi, coacher malgré tout les gens, c'est-à-dire qu'il va y avoir des rounds de négociation. Donc là, quand on a des DS, il faut être quand même derrière eux, donc beaucoup de temps. Et bien sûr, beaucoup d'honoraires, ce qui n'est pas évident non plus, je vais dire, à faire comprendre, mais il nous arrive parfois de faire des réunions finales qui peuvent durer plus d'une dizaine d'heures, et on peut avoir les représentants du personnel quasiment tous les jours, 1 à 2 heures, en visio ou au téléphone. Donc on est vraiment sur une intervention qui est humaine, qui est obligée de toute façon quelque part de vous prendre à cœur. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire je fais ça de très très loin parce que encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des hommes derrière et c'est pas évident. Et un dernier petit point aussi, c'est une certaine dissymétrie aussi. C'est-à-dire dissymétrie entre la préparation que peut avoir l'employeur vis-à-vis, par exemple, de l'expert comptable. C'est-à-dire que l'expert comptable, pour pouvoir être mandaté, ça c'est très important, ça doit se faire à ce qu'on appelle la réunion 1. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez rendre officiel votre PSE, vous allez faire une réunion avec les élus qui va s'appeler la R1 dans le jargon. Réunion 1, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre mot, mais c'est elle qui va fixer tout le calendrier. Et il y a un point très important à noter, c'est que l'expert comptable doit absolument être mandaté, nommé au maximum à cette réunion 1. Quand je dis au maximum, c'est que parfois il peut y avoir une R0 avant, c'est-à-dire une réunion de préparation où on va commencer à donner les documents, faire un premier balayage, mais la vraie réunion, c'est la R1. Donc on peut être nommé soit en R0, soit en R1, mais pas après. Ça, c'est très important de bien le garder à l'esprit. C'est qu'il m'arrive, et ça c'est une vraie difficulté, parfois d'avoir des élus qui me disent « Oui, on a fait la réunion de lancement R1 il y a 4 ou 5 jours, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Là, ça devient plus compliqué. C'est qu'on n'a pas, je vais dire, les vraies armes d'une mission légale. Parce qu'une vraie mission légale, ça veut dire qu'on a accès directement à l'information de l'employeur, avec les mêmes prérogatives que le commissaire aux comptes, et c'est très difficile pour une société de dire non, ça on peut pas vous le donner, ça on n'a pas. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre, dépôt de bilan, comment aider le dirigeant. On en parle tout de suite avec mon invité, François Lamy, associé du cabinet Sadek Aquilis. François, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que l'état de cessation de paiement ? Alors, l'état de cessation des paiements, c'est une situation très pénible pour une entreprise parce qu'elle ne peut plus faire face à ses dettes exigibles à partir de son actif. Donc, elle n'a plus l'argent pour payer ses factures, pour faire simple, ni ses salariés. Et cette situation très préjudiciable pour la poursuite d'activité et notamment la confiance que les tiers peuvent accorder à l'entreprise et en premier lieu les salariés à leur employeur. Quel est le rôle de l'expert comptable en la matière ? Alors l'expert comptable, par la proximité qu'il a avec ses clients, son rôle est d'essayer de détecter une situation préjudiciable à l'entreprise en termes de perte de liquidité avant qu'elle ne soit avérée et définitive. Définitive, ça veut dire qu'il faut aller voir le tribunal pour dire je peux plus faire face à mes dettes exigibles et aidez-moi. Donc il y a plusieurs situations au préalable où on peut aider l'entreprise. Pour autant, il faut la détecter. Donc c'est par notre proximité avec le chef d'entreprise, on l'aide à définir les indicateurs, les signaux faibles qui vont lui permettre de comprendre que en fait la situation va être très compliquée. Quels sont ces indicateurs ? Quand les clients commencent à pas payer, ou à expliquer c'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur. L'argent rentre pas. Il rentre pas aussi vite qu'avant. Les prises de commandes diminuent. On sait pas bien comment on va payer les charges. L'entreprise en général, elle va essayer de payer ses salariés. C'est la première chose. Après, elle va essayer de payer ses fournisseurs pour pouvoir continuer à vivre. Surtout si elle fait du négoce.
Les charges sociales, c'est un truc qu'on voit pas bien, donc on se dit, bon, on va décaler. Le loyer, on va décaler. Bon, quand on commence à avoir des décalages de règlement, voilà, ça sont des signaux qui commencent à être un peu plus forts. Le vrai signal faible, c'est les retards de paiement. Alors, quelles sont les procédures collectives justement pour retarder ou éviter une DCP? Alors, dans les procédures collectives, il y en a 2 qui sont officieuses, sous l'égide du tribunal de commerce, mais officieuses, c'est-à-dire que Pourquoi officieuse? Parce que les tiers ne sont pas au courant. Donc, ça permet à l'entreprise de négocier avec ses créanciers sans informer le marché par une inscription au greffe du tribunal de commerce, par exemple. Donc, c'est officieux, parce que c'est contractuel. C'est la nomination première qui est totalement officieuse, c'est la mandataire ad hoc. Donc on demande au tribunal de commerce, au président, de nommer un mandataire ad hoc pour aider à surmonter une difficulté passagère avec un ou plusieurs créanciers. Et donc là, on rentre dans une négociation. Cette négociation, elle est faite par un mandataire judiciaire qui a plus de distance que l'entrepreneur pour négocier avec son créancier. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est la conciliation. Alors, la conciliation, c'est un peu plus fort que le mandat ad hoc et ça peut être homologué par le tribunal. Donc ça a une force exécutoire pour le mandataire, ce qui n'était pas le cas du mandat ad hoc. Ensuite, nous avons 2 procédures collectives, où là, c'est un jugement, donc c'est officiel et publié. C'est la sauvegarde, et une que j'ai groupée avec l'autre, c'est le redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Alors, là, ce qui différencie la sauvegarde et le redressement judiciaire, c'est que en sauvegarde, vous n'êtes pas en cessation des paiements quand vous vous tournez vers le tribunal. Vous avez encore un peu de trésorerie, vous avez encore un peu de visibilité sur ce que vous allez pouvoir payer. Redressement judiciaire, vous devez établir un état de cessation des paiements. Vous êtes en cessation des paiements, définir la date de cessation des paiements. Et puis en liquidation judiciaire, vous venez pour demander comment on arrête les frais, comment on arrête l'entreprise. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et rendez-vous très prochainement sur Décideur TV pour un nouveau numéro de La Matinale.